Bonjour mesdames et messieurs. Convergence et révolution culturelle, si ce n'est le retour aux sources africaines, les chemins de la renaissance africaine, ou quand l'Afrique parle de l'Afrique à l'Afrique pour l'Afrique. Parce qu'il y en a qui parlent de nous, mais contre nous. Ici sur ce plateau, des Africains parlent de l'Afrique eux-mêmes, de nos problèmes. Et pour nous, pour trouver des solutions nôtres, parce que ça fait trop longtemps que l'Afrique espère, compte sur les autres pour résoudre ses problèmes. Alors la problématique du jour, la Covid-19, pour nous autres, nous nous efforçons de dire là, parce que nous disions le Covid-19, jusqu'à ce que l'Académie française dise que c'est là, on accepte. La Covid-19 en question secoue le monde, paralyse l'Afrique qui était déjà paralysée, et non, mais encore sous perfusion le Congo qu'il était déjà avec le FMI. Nous avions des problèmes, mais voilà encore un gros problème comme ça qui nous est tombé dessus. Maintenant, nous cherchons des solutions en interne ici, nous qui sommes ici au pays. Il y a eu confinement, puis déconfinement par palier, et nous attendons la suite du déconfinement. Les gens brûlent d'impatience parce que toutes les affaires sont bloquées et arrêtées. Et les loyers ne sont plus payés. Ça barde dur entre les logeurs et logeuses et les locataires. Parce que quand les affaires ne marchent pas, comment faire pour payer son loyer? Ceux qui travaillent la nuit ne peuvent plus rien faire. 20 heures, tout le monde au lit. C'est grave. Là encore, c'est pour nous. Mais pour les autres qui sont à l'étranger, parce que la problématique les concerne, le rapatriement des Congolais bloqués à l'étranger là-bas. C'est ça la problématique du jour. C'est chaud là-bas. Ils sont allés qui? Pour un séjour d'une semaine, de 3 jours, de 2 semaines, un voyage d'affaires qui se transforme en cauchemar. Qu'est-ce qui est plus grave à l'étranger? Comment faire lorsqu'on n'a plus de moyens? En tout cas, ça barde là-bas, ça crie au secours, ça cherche à rentrer, mais les frontières sont fermées. Et donc, nous qui sommes ici, nous penchons sur la problématique, à la lumière donc du politologue Constant Ibarapéa, de la slameuse Mariuska et de la panafricaniste, l'étudiante panafricaniste Randall Pemba. Donc sur ce plateau, c'est pour que nous regardions ensemble avec vous, que nous analysions cette situation. Faut-il oui ou non rapatrier les nôtres? Faut-il oui ou non les aider, leur porter du secours? Voilà ce qui nous rassemble. Ils ont dit convergence et révolution culturelle, paraît-il que c'est pour nous. Maintenant, interpeller la conscience collective, continentale, nationale, pour que nous regagnions le pays. Alors, chers invités, bonjour. Bonjour, M. Bongo. Bon, dites-nous, Constant Ibarapéa, en politologue, lorsque vous entendez une telle problématique, lorsqu'on vous la pose sur la table, qu'est-ce que ça vous inspire d'entrée de jeu? Bon, d'abord, merci de m'avoir invité pour la toute première fois sur votre plateau. J'en profite de ce plateau pour adresser ma salutation à mes co-panélistes. Pour la première fois, je partage un plateau avec les dames. Et vous avez dit convergence et révolution culturelle. Ça me rappelle quelqu'un qui a donné la place à la femme dans ce pays, qui n'est autre que Mme Wabi, en qui je me retrouve comme un fils politico-idéologique. Et je salue, puisque parlant du Code 19, je salue le travail abattu par les femmes pendant près d'un mois. Le travail abattu par les femmes. Par les femmes. La femme congolaise, et vous permettez, c'est une parenthèse, je vais commencer par là. Exact. Mais il faut saluer la femme congolaise qui a démontré pendant la période de confinement toute sa capacité à gérer la société. Et je pense que ceux qui passaient le temps à infantiliser les femmes, à travers la bravoure des femmes pendant le confinement,
vont changer de registre. C'est-à-dire le répertoire, comment regarder la femme. Et la femme congolaise a fait exactement, à quelques proportions près, exactement ce que la femme européenne avait fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Parce que nous avons vu, pendant les 2 mois, je ne sais pas, 45 jours de confinement, c'est la femme congolaise qui a pris l'économie en main. Les hommes sont à la maison, mais nous avons vu ces femmes-là, dans le tricycle, à pied, partir de Tarangaï, aller à Total, acheter des vivres, pour venir alimenter, nous apporter à manger à la maison. Et je rends hommage à la femme. Je pense que la femme doit prendre son destin en main, la femme congolaise en particulier, cesser de se faire infantiliser par les hommes. Et je pense que le Congo de demain, nous la construisons avec la femme. Maintenant, je reviens à votre question. Vous avez voulu savoir, avec la problématique que vous posez, qu'est-ce que je comprends en tant que politologue. Alors, je pense que la thématique telle que je la conçois et que je la comprends renvoie à la gestion sociale du Covid-19. Parce que lorsqu'il y a eu le Covid, on a mis sur pied ce que vous avez appelé le comité de riposte, je crois. Et dans ce comité, il y avait donc les prises en charge. Comment donc faire face à cette pandémie. Et il y a des pans. Il y a le pans sanitaire, le pans social, le pans culturel, il y a tout cela qui faisait donc la riposte. Et de mon point de vue, cette thématique que vous posez en rapport avec nos compatriotes qui sont à l'étranger, qui se trouvent bloqués à l'étranger, fait partie donc de ce dispositif de prise en charge des citoyens pendant le Covid-19. Super. Alors, Marius Carr, vous... c'est vrai que Bara Péa n'est plus à présenter, mais vous aussi, parce que vous défendez l'honneur de notre pays de façon culturelle un peu partout à travers le monde. La problématique vous inspire quoi, à vous, la slameuse? Merci déjà pour l'invitation. Et en tant qu'artiste, cette problématique m'inspire directement le terme de solidarité, d'unité, de fraternité. Parce que déjà, personne ne s'attendait à subir une telle crise. Et je pense qu'aujourd'hui, avec nos compatriotes qui se retrouvent à l'étranger, il est plus qu'important qu'on se mobilise pour les soutenir. Parce que pour la plupart, ils sont passés là-bas, comme vous l'avez dit, pour un voyage d'affaires, pour un séjour. Je connais même des collègues artistes qui sont partis là-bas pour des spectacles et qui se sont retrouvés bloqués là-bas. Ah, donc je pense que... Les artistes. Oui, les artistes. Je pense que pour cette question, vraiment, nous devons essayer autant que nous pouvons d'être solidaires, d'aider ces personnes qui se retrouvent là-bas, donc nos compatriotes, parce que personne n'a souhaité être bloqué dans tel ou tel pays à cause du corona. Alors, Randall Pemba, merci. À votre tour, ça vous inspire quoi? Merci Alexis Doumou pour la parole. Merci aussi pour l'invitation. En effet, en tant qu'étudiante, nous avons pu constater qu'il y a des enseignants qui se sont retrouvés dans d'autres pays. Des enseignants? Oui, des professeurs d'université, qui avaient certainement des thèses à gérer ici, des dossiers à faire avancer par rapport à l'administration, comme les universités ici sont tout le temps en retard, mais qui n'ont pas pu se retrouver, revenir ici au pays pour gérer les situations des étudiants. Du coup, ça paralyse également les universités. Donc, c'est un problème qui touche pas seulement la personne, mais tout le monde. Tout le monde. Et ça met en difficulté. Que ce soit ceux qui sont partis pour se faire soigner, ceux qui sont partis pour des spectacles, ceux qui sont partis pour des enseignements, des séminaires. Tout le monde se retrouve dans des situations compliquées. Parce qu'après, on se retrouve dépassé par le temps. Le budget qu'on a prévu, on l'a certainement dépassé. Et on est obligé de faire recours à d'autres moyens pour avoir de quoi subvenir à ses besoins. Et ça devient un très grand problème. Très bien, Randall, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ils sont allés pour un mariage, pour du tourisme, pour se soigner, pour les affaires. Mais ils sont bloqués là-bas. À cause de cette Covid-19. Et donc de ce Covid-19 pour nous autres, les rebelles culturels. Parce qu'on n'est pas obligé de dire, la Covid-19 c'est ça aussi l'Afrique. Tout ce qu'on nous dit, nous acceptons. De quel droit
faudrait-il que nous enlevions le pour mettre là? Nous aussi, nous dirons que c'est le coronavirus. Lorsqu'on nous dira que c'est la pandémie. L'Afrique doit savoir aussi riposter. Et donc, ils sont allés, ils sont bloqués là-bas. La problématique est compliquée. Les parents, certainement, ici, sont en détresse. N'est-ce pas, Constant Ibarapé? Bon, ben, d'abord, je compatis avec tous ces compatriotes qui sont à l'étranger. Vous voyez, ce que nos compatriotes vivent à l'étranger, en réalité, c'est la continuité de ce que ceux qui sont restés au pays ont vécu. Ah. Exactement. La seule différence, c'est qu'eux, ils sont hors du pays et nous sommes sur place. Et c'est plus dur et difficile. Lorsque vous êtes hors du pays, sans ressources, vous n'avez aucune nouvelle des enfants qui sont restés au pays. En réalité, il s'agit de la mauvaise prise en charge, le volet social de la prise en charge du Covid-19. Et ça témoigne de la considération que nos autorités ont des citoyens. Monsieur Bongo, je vais vous prendre un exemple simple. Lorsque un Français ou un Américain est pris en otage, je dis bien un, au Mali ou dans n'importe quel coin du monde, vous voyez comment l'État se mobilise. Le gouvernement se mobilise pour libérer, quitte à payer des rançons, même si après ils disent que non, ils disent non, on n'a rien payé. Avec les rebelles et tout, les terroristes, voilà. Pour libérer le compatriote. Ça veut dire qu'un seul citoyen vaut de l'or pour un pays. Et c'est ce qui renforce le sentiment, le patriotisme, qui n'est autre que le sentiment d'appartenir à une nation. Alors, nous avons les gens qui sont confinés à l'étranger. Le gouvernement reste muet. Alors que il y a une note du ministère des Affaires étrangères signée par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, je crois que c'est en date du 30 avril, qui demandait aux représentations diplomatiques et consulaires à l'étranger de recenser les Congolais qui se trouvaient là-bas pendant cette période afin de le faire rapatrier. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, nos compatriotes se trouvent bloqués à l'étranger. Le gouvernement est muet. Donc ça n'est suivi d'aucun effet. Aucun effet, puisqu'il y a certains représentants diplomatiques qui ont réagi aussitôt. Je ne citerai pas de pays ici, qui ont répondu aussitôt, mais jusqu'ici, il n'y a pas d'effet. Vous vous imaginez, une dame qui est partie, qui a laissé son mari et des enfants. Et lorsqu'on sait que la plupart des hommes congolais sont polygames, bon, les enfants, vous êtes dans cette hypothèse-là, où le mari a deux femmes. La polygamie, ce n'est plus comme à notre temps où les deux mamans vivaient dans une même foyer. Chacun, l'une est ici, l'autre est à Bakongo, par exemple. Des fois, elles ne se connaissent même pas. Elles ne se connaissent même pas. Comment donc les enfants seront pris en charge puisque maman est bloquée à l'étranger? Voyez-vous? Donc, cette circulaire, ou bien cette note du ministère des Affaires étrangères est restée sans effet et on se demande pourquoi une telle note a été prise. Mais il faut regarder, là nous parlons que de ceux qui sont partis, des femmes qui sont parties pour des besoins de commerce. Mais vous savez que nous avons des militaires. Des militaires. Des militaires congolais qui sont en formation dans beaucoup de pays, au Bénin, au Maroc, au Mali, en Russie et autres, qui aujourd'hui, après la formation, se retrouvent là-bas. Voyez-vous? Regardez le niveau du mépris. Est-ce que c'est du mépris ou bien c'est l'inconscience? Je me pose la question. Parce que l'armée, c'est l'élément numéro 1 de la souveraineté. Si les Américains défient le monde, ah ouais, c'est parce qu'ils ont une armée forte. Ils sont sûrs de leur armée. Ce n'est pas la puissance économique. C'est la puissance militaire. La Corée du Nord se fait respecter. Aujourd'hui, c'est parce qu'elle a développé l'industrie militaire. Mais regardez comment nous traitons notre armée. Vous prenez les militaires, des officiers, des sous-officiers que vous envoyez en formation, et après la formation, il y a eu un événement comme ça, vous êtes incapable d'envoyer un avion, d'affréter un avion pour rapatrier nos soldats. Il y a certains qui sont dans un pays frontalier, je crois le Cameroun, qui si on ne fait pas attention, risqueront de rentrer par voie terrestre. Ah, quelle est la dignité de cette armée? Ils vont faire des kilomètres à pied. Avec tous les dangers. Oui, voilà. Moi, j'ai eu je le sais parce que moi, il y a mes enseignants
qui m'ont enseigné en première et deuxième année, qui enseignent même pas le corps de guerre. Donc nous avons des militaires qui sont partis pour le corps de guerre, qui ont fini, qui ne sont pas rapatriés, qui sont en train de vouloir rentrer à pied. Certainement qui sont en détresse. Effectivement, mais ils sont en détresse. D'accord, on va revenir sur vous, Constant Barapéa. Mais la slameuse, dites-nous, le Covid-19, la Covid-19 pour les autres, arrive, nous tombe dessus, sans avertissement. Vous êtes pris dedans comme nous. Comment vivez-vous ça au quotidien? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que vous évoluez bien? Est-ce que ça ne vous a pas bloqué dans vos mouvements, dans votre travail? Ce qui est vrai, cette pandémie a touché toutes les couches de la société et encore pour nous les artistes, ça a encore été plus compliqué parce que nous, non seulement nous vivons de nos concerts, nos spectacles, nos tournées et voir que toutes les frontières sont fermées, qu'il n'y a plus de regroupement, donc plus de spectacles, plus de manifestations artistiques, ça a été vraiment, je le mets même au passé comme si c'était déjà fini. C'est un véritable calvaire pour nous les artistes. Quoique on s'efforce. Vous souffrez. Quoique on s'efforce à pouvoir trouver d'autres pistes de reconfort, mais c'est pas toujours évident lorsqu'on est habitué à son public, habitué à écouter son public tout le temps dans des scènes de spectacle. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est d'utiliser cette période-là comme étant occasion pour se reconcentrer, pour écrire des textes, pour essayer de perfectionner nos projets. Mais c'est pas toujours évident. Parce que pour ceux qui ont l'habitude de vivre tout le temps de leur spectacle, donc déjà économiquement, c'est un calvaire parce que on n'a pas de subvention, il y a presque pas de mécènes. Non, il n'y a pas de subvention. Il y en a ou pas? Il n'y a pas de subvention qui permettent aux artistes de pouvoir survivre pendant cette période de corona. Quand je parle de subvention, mais ici, il y a un ministère de tutelle qui devrait normalement réfléchir là-dessus. Bon, dans tous les cas, je pense que nous connaissons tous la situation des artistes ici au Congo. Combien est-ce qu'on essaie de se battre avec nos propres moyens. Au moins, ce que j'arrive quand même à féliciter entre nous les artistes, c'est qu'il y a quand même eu cette solidarité où quand on sait que il y a un autre artiste qui n'a pas mangé aujourd'hui, on essaie de faire l'autre un momo. C'est vraiment cette solidarité entre nous artistes que j'ai vraiment apprécié pendant cette période de confinement. Maintenant, pour le reste, je pense que c'est quand même déplorable de savoir que ceux qui sont censés être la fierté d'une nation, parce que aujourd'hui, je pense que les artistes ne représentent pas seulement leur art, mais aussi leur pays lorsqu'ils vont à l'extérieur. Et voir combien est-ce qu'ils sont abandonnés à leur triste sort quand ils arrivent dans cette période de confinement et même avant. C'est vraiment déplorable. Mais comme nous les artistes, nous sommes têtus, on ne reste pas là on ne se concentre pas sur ce qui ne va pas. On essaie de voir le bon côté des choses et améliorer soit notre condition, soit voilà notre profession. On essaie vraiment de se focaliser sur ce qu'on pense qui peut marcher. Parce que rester juste focalisé sur ce qui ne marche pas à un moment donné, ça donne des migraines. Très bien. C'est comme l'avait dit sur ce plateau de Convergence et Révolution culturelle Mélodie Bouya, le coach winner. Le Covid-19 en question. Permettez-moi, c'est de la rébellion culturelle. Le Covid-19 en question est une occasion pour nous aussi de nous repenser. La solidarité s'oblige, elle s'invite elle-même, sinon on ne pourra pas s'en sortir. Avant que nous ne fassions intervenir 3 des nôtres de l'étranger, nous aimerions écouter Randall, étudiante, responsable d'une association. Voilà. Représentons même sur ce plateau aussi la jeunesse avec Mariuska. Le truc nous est tombé dessus, sans avertissement. De votre côté, comment le vivez-vous? Comment l'avez-vous vécu? Quel est le ressenti? D'accord. Ce qu'il faut admettre, c'est que personne n'était préparé à l'arrivée du Covid ou de la Covid-19 au Congo. Mais personne. Et c'est tombé sur tout le monde. Et tout le monde se retrouve dans une situation assez compliquée. Quand on prend par exemple les jeunes, la majorité des jeunes travaillent dans le système informel. Et encore, la majorité des femmes travaillent dans le système informel. Donc, elles n'ont pas forcément de revenus dans des entreprises.
où on les paie chaque fin de mois. Non, non. C'est des gens qui se débrouillent au pour jour avoir le leur jour. subsistance au jour le jour. Donc quand le coronavirus arrive et qu'on confine tout le monde et toutes les activités sont à l'arrêt, tout le monde se retrouve dans une situation d'adaptation. Il faut chercher des solutions pour trouver son pain au quotidien. Et on a vu des dames qui ont suppléé leur mari, qui sont allés dans les marchés. Si vous arrivez dans les marchés, il y a plein de tables. Vous vous rendez compte que le marché d'avant et le marché de maintenant, c'est pas la même chose. Il y a beaucoup de différences, il y a une très grande différence. Il y a plus de tables dans les marchés. Donc, on constate que les femmes, elles sont rentrées dans les marchés. Donc, vous êtes d'accord avec le politologue, la lecture qu'il a faite? Je suis d'accord avec ce qu'il a dit. C'est la réalité du moment. Les femmes, elles sont rentrées dans les marchés pour vendre. Et même des hommes. Il y a des hommes qui étaient chauffeurs de bus, chauffeurs de taxi, qui se sont retrouvés avec des brouettes à pied, qui faisaient le trajet, par exemple, du marché Total jusqu'à Tarangaï, du marché Total jusqu'à Wenze, mais à pied. Exact. Pour des sommes maudites. Tout cela pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Et ça n'a pas été facile. Et même pour les enfants, les enfants sont confrontés à une situation où ils se retrouvent un peu dans le déni. Ils se demandent ce qui se passe, mais ils ne comprennent pas vraiment. Ils comprennent pas vraiment. Il n'y a personne pour leur expliquer que voilà, il y a une maladie qui est là, qu'il faut se comporter de telle ou telle manière. Mais ils sont surpris, ils vivent les choses comme tout le monde. Après, ils se posent des questions, ils se demandent mais qu'est-ce qui se passe au fait? On est à la maison, personne ne nous explique pourquoi on ne va plus à l'école. Pour certains qui n'ont même pas fini de faire des compositions du second trimestre, se retrouvent subitement à la maison et se disent mais comment je fais? Il y a trois compositions que j'ai pas pu faire, mais je fais comment? Ils vont à l'école, ils appellent, on leur dit non mais écoutez, attendez septembre, on ne sait pas aussi ce qui va se passer, attendez seulement. Exact. C'est vrai que merci beaucoup Mariuska, c'est vrai mesdames et messieurs que les enfants ne savent plus sur quel pied danser parce qu'on les met dans une situation extrêmement compliquée. Et heureusement qu'il y a les dessins animés pour leur permettre de tenir le coup, sauf que ça bouleverse aussi le programme des parents parce qu'on se dispute la télécommande. Et puis, le confinement, la présence permanente 24 heures sur 24 de monsieur, madame, ça ouvre des yeux là où il ne fallait pas. On découvre des choses qu'on ignorait au départ. Et ça crée des étincelles. Il y a des départs de feu. Le gouvernement en est responsable. Tous les gouvernements du monde en sont responsables. Il faut qu'on éteigne les départs de feu. Ces dames-là qui ont pris le combat à bras le corps, elles se fatiguent aussi. Et de nourrir un homme qui reste dans son fauteuil, dans son canapé matin, midi, soir, ça fatigue aussi. Et du coup, les hommes, de s'arracher les cheveux, de se gratter la tête, on va se débrouiller où quand c'est interdit de se débrouiller. Ne parlons pas des prostituées. Elles sont déjà en manque et puis personne n'a pitié d'elles. Elles vont manger comment depuis le temps qu'elles sont confinées là? Les hôtels sont fermés. Eh bien donc les maîtresses, celles qui ne sont pas encore validées là, officialisées, c'est là-bas que ça respire. On va faire comment? Donc c'est chaud. Mais Ernick Kengouya, ça c'était une manière comme une autre d'interpeller les pouvoirs publics pour qu'ils regardent tout. Il y a des démunis qu'on recense là. N'oubliez pas les prostituées parce qu'il n'y a plus rien. Et n'oubliez pas tous ceux qui ont perdu leur petit boulot du fait de ce confinement. Ernick Kengouya, l'occasion faisant le larron, balancez-nous Bob Marley, on veut l'écouter. Ça nous fait du bien, on aime ça. Balancez-nous Bob Marley. Lui, il dit que la situation actuelle, c'est un vent mystique là, qui souffle dans l'air. Regardez bien, vous vous en rendrez compte. Il dit, ne disons pas de mensonges, mais regardons la réalité en face. Ernick Kengouya, faites-nous revenir le prophète Bob Marley, et puis nous pourrons écouter nos compatriotes qui sont ailleurs. Et bien voilà, retour sur ce plateau après avoir écouté avec toute attention du monde, attirant notre attention sur le fait qu'il souffle un vent mystique. Les Africains aiment dormir. Les dirigeants africains,
les pouvoirs publics, les décideurs africains, nous sommes comme ces chefs de famille-là. Ils sont comme ces chefs de famille-là qui n'arrivent pas à se battre eux-mêmes pour leur progéniture, mais qui veulent que les autres s'en chargent. Mais les autres aussi ont leurs problèmes. Donc cela dit, nous écoutons notre frère Bakala, depuis l'Afrique du Sud, qui en a vu de toutes les couleurs, qui va nous dire ce qui se passe exactement concernant les nôtres qui sont là-bas. Salut, depuis le commencement du confinement en Afrique du Sud, le 26 mars 2020, suite à la pandémie du Covid-19, nous avons enregistré pas mal de cas de compatriotes congolais qui étaient venus en Afrique du Sud, précisément à Cape Town, pour des raisons privées. Certains étaient venus pour le tourisme et d'autres pour des soins médicaux. L'imposition du confinement qui a conduit à la fermeture des frontières les a donc bloqués. Ils étaient dans l'incapacité de regagner le Congo. Personnellement, j'ai eu à gérer deux dossiers dont je me tais les noms pour protéger un peu leurs identités. Étant incapable de regagner le Congo, nous avons contacté l'ambassade du Congo à Pretoria pour les enregistrer pour un éventuel rapatriement. Cela a été sans succès, faute de manque de réponse de notre ambassade, coûtant ainsi la mort à une de consoeurs, dont nous sommes en train de préparer la documentation pour faire rapatrier la dépouille mortelle au Congo dès que les frontières vont s'ouvrir. Pendant cette crise du Covid-19, ici en Afrique du Sud, nous avons vu pas mal des ambassades aidant leurs citoyens qui étaient venus avec des visas de court séjour pour regagner leur pays. Mais le mutisme de notre ambassade a été vraiment remarqué. Et donc, retour sur ce plateau, comme pour avoir la réaction des uns et des autres. Le politologue, avant que vous ne réagissiez à ce que notre frère vient de dire depuis l'Afrique du Sud, le ministère des Affaires étrangères, on dirait bien, à moins que nous ne nous trompions, peut-être qu'on a bu un verre de trop, on dirait que c'est aussi et des Congolais de l'étranger, n'est-ce pas le politologue? Effectivement. Alors, quelle est votre réaction? Bon, mais moi-même, je me pose la question de savoir quel est le rôle du ministère des Affaires étrangères et surtout des Congolais des étrangers. Est-ce que le ministère des Affaires étrangères se résume seulement à la présentation de notre lettre de créance par ici par-là ou bien à la représentation du chef de l'État à tel ou tel sommet? Pourquoi on a accordé et on lui a donné une responsabilité, tout un département qui s'occupe des Congolais de l'étranger? C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème au niveau de la diaspora. Et pour régler ce problème de la diaspora, la prise en compte de ces étrangers de la diaspora, on crée un ministère et donc un département des Congolais de la diaspora au sein du ministère des Affaires étrangères. Mais que fait ce département aujourd'hui? Est-ce que le département, le ministère des Affaires étrangères peut nous dire aujourd'hui avec exactitude combien de Congolais nous avons à l'étranger? Puisque dans ses attributions, exact, il est chargé des Congolais des étrangers. Est-ce que le travail avait été déjà fait? Je crois que quand on a créé le ministère des Affaires, ce département, j'étais encore à l'étranger. Bon, on n'a pas vu 2 ans après, parce que j'étais 2 ans après, je suis rentré, on n'a pas vu le déploiement de ce ministère, de ce département sur le terrain. Et vous n'aviez pas été recensé à l'étranger? Non, non, sauf à l'ambassade en tant qu'étudiant. Et là encore, il y a à boire et à manger. Donc, heureusement, quand madame, il y a une ambassadrice qui est arrivée, madame Bouanga, qui a essayé avec elle, qui a essayé de travailler avec les étudiants, en tout cas madame Karou Bouanga, et elle a travaillé avec moi particulièrement sur la situation des étudiants. Sinon, on ne voit rien. Maintenant, voici l'occasion. Nous avons des compatriotes qui sont bloqués à l'étranger. Nous avons des Congolais même qui sont à l'étranger installés là-bas pour des réseaux de travail, des réseaux de services. Nous avons ceux qui sont en mission. Il y a une situation. Le secrétaire général a pris cette note-là qu'un compatriote m'a envoyé de l'étranger pour dire, regardez ce que le ministère a fait, mais jusqu'ici on attend, il n'y a rien. Quel est le rôle que joue ce ministère? Le ministère a un budget. Ce département a un budget. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Qu'est-ce qu'il faut de ce budget? Moi, je me pose la question. Tout à l'heure, on parlait des militaires. Mais nous avons des compatriotes qui sont partis pour les réseaux de santé, qui à l'heure actuelle se retrouvent là-bas démunis. Il faut écouter les dames qui sont à Dubaï. Vous connaissez que là-bas, ce n'est pas la même culture que nous.
Pas du tout. Nous sommes dans un territoire où des gens ont des imaginaires, des représentations vis-à-vis du noir et de la femme noire. Ce que les dames subissent là-bas, nos mamans qui sont là-bas subissent, c'est grave. Ils m'ont envoyé des messages via mon WhatsApp. Ah, les réseaux sociaux. Via les réseaux sociaux. Et c'est ça qui nous permet aussi d'avoir une lecture, enfin l'information en temps réel. En temps réel, par les concernés. Par les concernés. Il y a certaines qu'on a fait sortir des hôtels. Et on est là, ça c'est le cas de Dubaï, mais si vous prenez d'autres pays. D'accord, c'est très chaud. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut demander au ministère de l'Affaires étrangères de prendre ses responsabilités. Il faut prendre ses responsabilités. On ne néglige pas des compatriotes. On a vu comment la France a fait rapatrier ses compatriotes qui étaient ici. Pourquoi c'était pas entendu avec la France pendant que ces avions-là venaient? Qu'ils ramènent d'abord les nôtres, et puis ils vont partir avec les leurs. On a vu le Liban, on a vu un certain nombre de pays qui ont rapatrié leurs compatriotes. Pas plus tard, il y a déjà peut-être 2 ou 3 jours, selon mes sources, un pays de l'Afrique centrale, de la sous-région, a fait rapatrier son personnel diplomatique ou bien son personnel consulaire. Donc ça, c'est des choses qui se font. Pourquoi chez nous, on néglige l'être humain, on néglige les compatriotes? Et comme ça, vous voulez que les gens développent une conscience nationale, mon cher ami? Non. C'est chaud. Puisque lorsque vous êtes dans un État, regardez, il y a des transactions entre le peuple et entre les gouvernants et les gouvernés. Les gouvernés vous apportent des soutiens. Ça peut être le paiement des impôts, la solidarité, tout ce qu'il y a. Mais en contrepartie, l'État doit aussi reverser des prébendes aux populations. Exact. C'est ce qui fait la symbiose entre un État et ses dirigeants. Comment vous pouvez imaginer un seul Américain qui a pris l'otage quelque part? Les Américains se mobilisent pour le délivrer. Bien sûr que ça met tout le pays en branle. Et bien sûr, bien entendu. Mais chez nous, c'est pas possible. Nous avons géré nos frères qui se trouvent à l'étranger comme on a géré ce qui était au pays. Je disais tout à l'heure, il y a eu la déclaration. Rapidement. Le gouvernement a dit il y aura par exemple gratuité de l'eau et de l'électricité. Mais nous avons reçu des factures de l'eau. On a vu des factures arriver. On a vu des factures et des menaces de coupure. Voilà. Certainement été coupés aussi. Bon, le gouvernement ne dit absolument rien. Un gouvernement aux abonnés absents. D'accord. Convergence et révolution culturelle, c'est aussi interpellé l'énergie électrique du Congo. Pourquoi ne pas venir sur ce plateau donner des explications qui tiennent debout aux Congolais? Et la société, là, c'était la SNDE. Ça a changé de nom. Mais est-ce que ça a changé d'habitude, de comportement? On a besoin d'eau, on ne voit pas, mais on voit les factures. Vous êtes attendus ici. Le ministère des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger, normalement, est attendu sur ce plateau très respectueusement pour nous donner des explications qui tiennent debout. Comment on peut abandonner pour rassurer tout le monde. Comment vous pouvez abandonner vos citoyens à l'étranger? C'est grave. Ce qu'ils ont fait là, c'est grave. On peut dire même que c'est criminel. C'est criminel. Si c'est vrai, si c'est vrai. Un État, comme disait quelqu'un, Hollande disait, un président ne devait pas dire ça. Moi, je disais qu'un État ne pouvait pas faire ça. On ne peut pas abandonner. C'est comme un père de famille qui abandonne ses enfants à l'étranger. C'est pas possible. Donc nous n'avons pas, pour revenir avec la situation des militaires, ça me choque parce que ce sont les défenseurs de notre souveraineté. Très bien, on sait que vous êtes choqués là-dessus, on vous arrête un peu. Est-ce que l'État n'a pas des avions, ou bien l'armée congolaise n'a pas des avions? Nous ne pouvons pas en manquer tout de même. Et rapatrier les défenseurs de notre souveraineté qui se trouvent à l'étranger. Très bien, ils vont répondre à cette question. On sait que le gouvernement est compartimenté. Le rapatriement des militaires. Est-ce que notre armée n'a pas d'avion militaire pour faire le mouvement et le ramener au pays? Nous, sur le plateau de Convergence et Révolution culturelle, on ne sait pas. Mais vous pouvez nous inviter, tout comme vous pouvez venir sur ce plateau, nous donner des explications parce que le peuple est en détresse. Alors, Mariuska, quel est ressenti, vous deux, rapidement, sur ce que Bakala nous a dit? Parce qu'il y a un autre qui va aussi témoigner. Moi, je pense que c'est vraiment triste de voir combien on se retrouve seul, délaissé à son propre sort, même s'il y a quelquefois la famille qui envoie... On sait bien qu'en Afrique, quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Même si la famille envoie, mais... Même si la famille envoie, c'est pas toujours évident parce que la famille ici aussi est en train de chercher. Complètement démunie. Et avec les restrictions professionnelles, c'est pas toujours évident une personne qui avait son salaire au départ qui se retrouve sans rien pouvoir aider sa famille qui se trouve aussi de l'autre côté. C'est pas toujours évident. Donc c'est vraiment triste. Mais la réalité est là. Et ce que je pense qu'on doit faire, c'est vraiment d'essayer d'être
solidaire en tant que possible. Mais donc, de il ne faut pas que le ministère hésiter. soit solidaire, justement. Moi, je pense que chacun il faut que doit le gouvernement soit solidaire. Chacun doit apprendre à avoir ses responsabilités. Parce que comme on le dit, un seul doigt ne peut pas nettoyer tout un visage. La famille, les parents, à eux seuls ne peuvent pas subvenir aux besoins de leurs Non, déjà qu'ils ont énormément de besoins qui n'arrivent pas. Je pense que ce serait profitable pour tout le monde si chacun savait quels étaient ses devoirs et puis si chacun pouvait réaliser sa tâche, ses missions. Parce qu'aujourd'hui, chacun, en fait, on dépend les uns des autres. Et c'est pas possible qu'on laisse toute la responsabilité, toute la charge de ces personnes-là à leur famille. Parce que qu'on le veuille ou non, on est Congolais. On appartient à ce pays. Et ce n'est que normal qu'on demande un peu d'aide venant de ces autorités-là qui sont censées prendre soin de nous, en fait. Exact. Rondal. Effectivement, comme l'a dit Mariuska, ici, il est question de se faire aider par l'État. Parce que c'est une situation, on dirait, extraordinaire. C'est pas qu'on l'a cherché ou qu'on l'a voulu, mais c'est une situation qui nous est tombée dessus. Du coup, les familles ne peuvent pas, elles, toutes seules, subvenir aux besoins de ceux qui sont bloqués à l'étranger. Parce que c'est elles n'en ont pas les moyens aussi. Ici, déjà qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leurs emplois, il y a beaucoup de sociétés qui n'ont pas encore réouvert, effectivement. Il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées au chômage. Donc, même pour le retraité qui avait sa petite subsistance, sa pension ne passe pas tous les mois. À ce moment-là, comment ces gens-là qui sont bloqués à l'étranger font pour vivre? En tout cas, on se pose la question. On se pose la question. S'il faut que le petit retraité qui a sa petite pension, qui tombe peut-être une fois tous les 6 mois, doit envoyer son petit 100 000 francs pour que son fils ou son neveu ou sa nièce puisse subvenir à ses besoins, c'est grave. C'est grave. Lui-même ici, il fait comment? Exact. C'est ça la problématique. Et donc, nous appelons Clever Pindou pour le deuxième intervenant. Voilà. Bonjour à tous. Je suis donc Monsieur Brenol Ongo, citoyen congolais. Et je suis un citoyen congolais bloqué à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et ce message, je veux le lancer donc au gouvernement congolais, à notre gouvernement. Donc nous sommes bloqués ici à Johannesburg. Nous étions venus pour une mission de 4 à 5 jours. Donc pour ma part, je suis enseignant dans une université privée. Et la mission a coïncidé avec la fermeture donc, de l'espace aérien, la fermeture des frontières, avec la situation du coronavirus. Et donc depuis plus de 3 mois, nous sommes là, nous sommes bloqués. On attend toujours que le gouvernement vienne nous chercher. Donc c'est notre seul espoir actuellement. Donc nous étions avec beaucoup de citoyens d'autres nationalités. Nous étions ici dans notre conférence avec les Congolais de la RDC, avec les Australiens. Et au moment où nous parlons, tous les autres pays ont procédé à un rapatriement de leurs citoyens. Et donc nous sommes restés et c'est vrai que nous sommes en contact avec d'autres Congolais qui sont dans la même situation que nous, dans les différentes villes de l'Afrique du Sud. Et c'est une situation très compliquée pour nous. Et donc, on n'arrive plus. C'est un cri du cœur que nous voulons lancer au gouvernement, à notre gouvernement. Connaissant le cœur de notre président, connaissant la façon d'agir de notre président, nous osons croire que ce message va porter du fruit et que le gouvernement va penser à nous rapatrier. Donc, merci beaucoup et que Dieu nous garde. Merci. Enfin, c'est l'Afrique du Sud, décidément, qui aujourd'hui nous fait, qui réagit avec nous. Et donc, ils sont allés en mission, comme expliqué, mais voilà, bloqués. Les autres États africains, donc, responsables des autres délégations, ont déjà rapatrié les leurs. C'est nous, le Congo, qui traînons encore les pas. Alors, Constant et Barapéa, réaction. Mais c'est déplorable et c'est regrettable
qu'un État se livre à un tel spectacle. Vous savez, M. Bongo, cette Covid que vous appelez le Covid par rébellion. Par rébellion culturelle. Par rébellion culturelle, est venu mettre à nu le fonctionnement de nos institutions. C'est-à-dire, à un certain moment, on se pose la question, est-ce que c'est les mêmes gens qui nous ont dirigés depuis longtemps? Et là, on n'est pas surpris de voir que nous sommes à la traîne aujourd'hui. Non, mais les dispositions pratiques sont prises au niveau du gouvernement, oui, avec le fonds de solidarité et alors, recommandé par le chef de l'État. Qu'est-ce qu'on en fait? Mais certainement qu'ils sont en train de voir encore dans quelle mesure ils vont s'occuper de ci et de ça. Ah bon, d'accord. Et vous avez donc, vous bloquez vos agents. Parce qu'ils sont partis, mais ce sont les agents de l'État. Vous envoyez les agents de l'État à l'étranger pour une mission, et ça fait 3 mois que les agents sont là-bas. Vous collectez tous les jours les fonds. En tout cas, ça fait un bon bout de temps, oui. Les fonds de solidarité. Donc, vous attendez quoi pour faire quoi? C'est ça le problème. Ils relèvent là de la négligence. Et ils ont le droit de le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sanctions. Il n'y a pas de sanctions. Regardez depuis que cette Covid a commencé dans notre pays. Le gouvernement, dans certaines mesures qu'il a eu à prendre, il s'est fait la pression lui-même. Est-ce qu'on avait besoin, par exemple, de confiner les Congolais et de les reconfiner et de les déconfiner alors que le taux a augmenté? Bon, c'est des choix qu'on fait. Et on a fait des mauvais choix, par exemple, qui pèsent aujourd'hui sur le gouvernement qui n'a pas de moyens pour assurer cela. Lorsque les gens ont dit, bon, le gouvernement prend des mesures, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Moi, je disais déjà que c'était une utopie parce que ça ne pouvait pas marcher. L'État n'a pas d'argent. Et vous prenez encore des mesures impopulaires. Confiner les gens. Mais par mesure de sécurité. Oui, mais mesures de sécurité, aujourd'hui, on nous a déconfinés. Qu'est-ce qui a changé? Bon, est-ce qu'on ne devait pas, s'il vous plaît, est-ce qu'on ne devait pas laisser les gens libres tout en portant le masque comme on fait aujourd'hui? Ah. Ça, c'était une bonne idée. Est-ce qu'on ne pouvait pas laisser, par exemple, les économies liées aux bars, aux restaurants, les économies de la jouissance fonctionner tout en faisant en sorte que les gens respectent les barrières, les mesures barrières. Les mesures barrières. Au Cameroun, par exemple, on a laissé les bars fonctionner. Parce que lorsque vous avez décidé de fermer les bars, les restaurants, et il y a derrière cela toute une économie. Vous avez parlé des prostituées tout à l'heure. Elles sont en détresse. Vous avez parlé des vendeurs. Vous avez parlé de celles-là qui vendent un peu des dames qui vendent, je sais pas, l'arachide autour d'un bar. Toute cette économie-là a été mise en berne. Et il faut de l'autre côté compenser cela. Exact. Comment donc faire? Alors, nous voulons ceci. Avant que les dames ne réagissent sur cette situation de détresse, encore qu'elles ont déjà dit des choses, elles vont en dire d'autres pour nous édifier. Avant qu'elles ne réagissent, nous autres, le Congolais lambda, là, nous ne savons pas exactement le fonds de solidarité sert à quoi. C'est ça. La task force, c'est quoi? Alors, le politologue, dites-nous, ce fonds de solidarité, ces millions que nous voyons se balader devant nous, là, ça sert à quoi? Ça devrait normalement servir à quoi? Est-ce que voler au secours de nos compatriotes en puisant dans le fonds de solidarité, c'est une mauvaise chose? Bon, la réponse se trouve dans le discours du chef de l'État. Ah. Il y avait en réalité 2 fonds. 2 fonds. Il y avait le fonds de solidarité et l'autre fonds, c'était le fonds de soutien aux entreprises. Ah. Je crois que le fonds là, il s'est développé, je crois, à 100 milliards. Si je ne me trompe pas. Bon. Jusqu'ici, les entreprises ont-elles été répertoriées? Est-ce que ces entreprises ont reçu les fonds? Je ne sais pas. C'est aux entreprises de nous dire. Les entreprises viendront nous dire. Maintenant, l'autre fonds. L'autre fonds, c'était de solidarité. De solidarité aux démunis. Or, on a fait une mauvaise lecture des personnes démunies. Ah, les démunis en question. On a fait une mauvaise lecture. Nous avons pensé, ils se sont appesantis sur les démunis qui sont enregistrés, qui ont été pris en compte dans le cadre de l'opération du Sungui. Or, avec la situation, cette situation a généré d'autres démunis. Plein d'autres démunis. Prenons un exemple. Vous avez les taximans. Rapidement, parce que les dames vous avez les taximans qui ont cessé de travailler. Soudain, brusquement, tout à coup. Ils se retrouvent parmi les démunis parce qu'ils n'ont plus rien. Vous prenez les enseignants, nous autres là qui sommes dans les universités privées ou qui faisaient les vacations de l'université Mariam Wabi. Les vacations de l'université Mariam Wabi, on paye à la fin de l'année. Les universités sont fermées à l'heure actuelle.
Ces enseignants sont devenus des démunis parce qu'ils n'ont rien. Ceux qui sont enseignent au lycée, dans les écoles privées. Ils deviennent c'est le chaos. Donc cet argent devait servir à tout cela. Malheureusement, ils ont fait une mauvaise lecture des démunis. Et ils payent le résultat, c'est celui que nous voyons. Maintenant, pour les prêts qui sont bloqués à l'étranger, vous pensez que l'État n'avait pas de fonds de souveraineté pour faire rapatrier nos compatriotes? Vous pensez que notre situation économique est plus catastrophique que celle de la Centrafrique ou des autres pays qui ont fait rapatrier leurs compatriotes? C'est une question de conscience. C'est la conscience nationale. Question de conscience ou de moyens, Constant et Bara Peya. Moi, je pense que c'est une question de conscience parce que, mais vous avez parlé, nous avons vu tout le temps, il y a des entreprises, il y a des gens qui ont volé au secours, qui ont répondu à l'appel du chef de l'État. Oui, on a vu beaucoup de millions se balader. Ils parlaient en termes déjà de milliards. Bon, normalement, dans une perspective où ils ne vont pas de la gouvernance, on devait au moins nous faire état que, voilà, cet argent peut-être nous attendre le moment opportun. Mais il y a quand même des questions urgentes. Et pour les raisons urgentes, on pouvait d'abord, au premier chef, penser à nos compatriotes qui sont bloqués en étranger, qui certains... Mais peut-être que c'est à nous aussi de leur suggérer... Qui certains... avec votre permission, Constant et Bara Peya, peut-être que c'est à nous sur ce plateau et ailleurs, de suggérer au pouvoir public, au gouvernement, de mettre à partir d'aujourd'hui en priorité tous les Congolais bloqués à l'étranger, pour quelque raison que ce soit. Ils n'ont plus rien, complètement démunis. Plus démunis que les démunis de l'intérieur. Mieux vaut que nous pensions à eux pour que ça permette un peu à ce qu'ils respirent, qu'ils reviennent chez nous-mêmes ici et que le gouvernement puisse gérer la situation plus facilement à l'intérieur que là-bas. Parce que là-bas, nous connaissons très bien l'étranger. On ne demande rien à personne. Et personne ne va vous donner. On n'est pas parenté avec les autres là-bas. Ils ne nous connaissent pas. Eux-mêmes aussi gèrent ce Covid-19 qu'ils appellent cette Covid-19. Ils gèrent ça au quotidien. Et les nôtres qui sont là-bas nous ont même dit qu'on débranchait les respirateurs des nez des négros là pour les mettre sur les nez des blancs. Quel est ce gouvernement qui va abandonner les siens dans cette situation chaotique? Donc, les dames, vous êtes à l'honneur. Vous avez 30 secondes pour atterrir, dire quelque chose parce qu'on est arrivé à la fin de l'émission, avant que le politologue n'ait droit à ces 30 secondes et que nous puissions finir avec cette émission. Alors, Mariuska, la slameuse. Je pense qu'on doit tirer des leçons de cette pandémie, vraiment questionner notre sens de l'humanité et aussi repenser notre manière d'agir envers les autres. Et je pense que c'est le moment ou jamais de vraiment penser à la solidarité nationale, de penser à la solidarité entre individus. Parce que, qu'on le veuille ou pas, cette pandémie nous a vraiment appris quelles étaient vraiment nos limites. Et je pense que c'est le moment ou jamais de repenser notre implication dans la vie de tout un chacun. Pour ceux qui sont à l'étranger, vraiment, je leur souhaite vraiment tout le courage du monde, en espérant vraiment que nos dirigeants vont faire face vraiment à leur situation parce que c'est pas évident. Moi-même, c'est la veille de la clôture même des frontières de la Côte d'Ivoire que je suis rentrée vu que j'étais en Côte d'Ivoire pour le Massa. Donc vous l'avez échappé belle. Voilà, je l'ai échappé belle, mais j'ai d'autres artistes, d'autres confrères artistes qui sont restés là-bas parce que eux, leur billet était quelques jours après. Donc je n'ose pas imaginer tout ce qu'ils ont dû vivre là-bas. Heureusement que nous, les artistes, pendant ces situations-là, on sait vraiment se serrer les coudes, mais c'est pas évident pour d'autres personnes qui sont dans d'autres activités. Donc vraiment, tout ce que je demande aux gens, c'est de vraiment repenser leur manière d'agir, de repenser leur compréhension de la solidarité. Parce que ce coronavirus nous a fait vraiment comprendre que nous, les humains, nous sommes très fragiles. Très bien. Randall. En effet, le coronavirus est venu mettre en lumière, en fait, nos limites. Et cela nous permet de nous redéfinir, de revoir notre façon de penser, d'appréhender la vie au quotidien. Parce qu'avec toute la crise, il faut trouver des moyens comment dire, il faut trouver un moyen de se réinventer. On ne peut pas rester dans l'inactivité ou l'inaction, attendre que les choses nous tombent dessus. Il faut s'adapter. En tout cas, le coronavirus, il est là.
c'est pas maintenant qu'il va se finir, on le sait, parce que c'est quand même un virus, on va pas l'éradiquer en 2-3 mouvements. Pas en un claquement de doigts. Il faut se réinventer. On nous a montré nos limites. Il en va maintenant de chacun de s'adapter. Exact. Que ce soit l'État, que ce soit les particuliers, les entreprises, les start-upers, tout le monde doit y mettre du sien. Comme m'a dit Mariuska, il en va de la solidarité nationale. Il faut que tout le monde mette la main à la pâte, qu'on voit ensemble comment nous devons faire avancer les choses. Parce qu'on nous a montré nos limites. On est incapable de créer, de créer, ne fût-ce que de répertorier toutes les personnes qui sont en ce moment vulnérables. Exact. Mais on sait que Rondal, vous aviez encore des choses à dire, mais le temps est contre nous, mesdames et messieurs. Force nous est d'arracher, comme qui dirait, la parole pour la donner donc aux politologues. 30 secondes pour conclure. Que diriez-vous, Constant et Barapéa? Pour conclure, je veux m'adresser à l'ordre gouvernement pour dire que abandonner ces citoyens à l'étranger, c'est plus que criminel. Et ça fait partie de ce que moi j'appelle de l'inconscience gouvernementale. Alors, pour ce faire, je demande donc au gouvernement de rapatrier nos compatriotes. Nous avions des vols commerciaux dans ce pays. On peut parler par exemple des TAC et autres. On peut s'entendre avec ces vols commerciaux pour rapatrier nos compatriotes qui sont à l'étranger afin qu'ils rentrent chez eux. C'est inadmissible que nos compatriotes soient restent à l'étranger. Et deuxième chose, il faudrait que notre gouvernement prenne conscience. Nous rentrons dans un nouveau monde qui va se dessiner. Ce nouveau monde ne sera plus le monde d'hier. Attention, et au cœur, au centre de ce système, c'est l'individu, c'est l'homme nouveau. C'est la science, c'est la technologie. Vous voyez comment nous avons balbutié. J'espère qu'il prendra en compte tout ce que nous avons vécu pour faire en sorte que le Congo de demain soit un Congo compétitif. Et pour que le Congo soit compétitif, nous allons repenser notre manière de gouverner, repenser l'économie, repenser le système économique, repenser même le système politique. Nos compatriotes ne doivent pas rester à l'étranger, surtout pas nos soldats. C'est une honte républicaine. Et pour chuter, je dois donc rapidement. devant la mémoire de tous nos compatriotes qui ont perdu la vie à cause de ce Covid et apporter mon soutien aux familles éprouvées. Merci pour votre invitation. Très bien, c'est nous que vous remercions le politologue Constant et Barapéa, Mariuska la slameuse, dont je suis l'admirateur aussi, un des admirateurs. Elle fait l'honneur du pays. Le mal des Congolais aussi, c'est de ne pas reconnaître la valeur des autres. Quand il y en a un qui défend les couleurs du pays, soyons tous derrière lui. Comme lorsque Bifouma marque un but. Mais on aimerait bien en avoir 2 ou 3 Bifouma. Alors donc, merci Rondal. Nous, DRTV, nous disons que Convergence et Révolution culturelle, DRTV, font confiance à notre gouvernement, au pouvoir public. Nous savons que ça a été une passe compliquée et qu'ils vont tout faire pour rapatrier les nôtres bloqués à l'étranger. Cela dit, nous leur faisons confiance et nous savons qu'ils ont pris en considération ce message et pourquoi pas, ils viendront s'expliquer ici et rassurer les Congolais avant même de faire revenir les nôtres qui sont à l'étranger. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.